Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Depuis la prison de Makala, Vital Kamerhe appelle ses partisans au calme. Le directeur du cabinet de la présidence de la République démocratique du Congo, qui fait l'objet d'une enquête pour corruption, se dit serein. Dans sa lutte contre le coronavirus, le Cameroun s'appuie sur ses partenaires internationaux. C'est dans cette optique que le président Paul Biya a reçu ce jeudi en audience l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou. Et puis le gouvernement sud-africain autorise la reprise partielle des activités du secteur minier malgré le confinement. Un secteur qui fournit 8% du produit intérieur brut et emploie 450 000 salariés. Serein, c'est ainsi que Vital Kamerhe définit son état d'esprit. Le directeur du cabinet de la présidence de la République démocratique du Congo, maintenu en détention provisoire dans le cadre d'une enquête anticorruption, appelle les membres de son parti au calme et à la retenue, lui qui jouit encore de la présomption d'innocence. Nathalie Mo. Le directeur de cabinet du président de la République emprisonné de manière préventive dans le cadre d'une vaste enquête sur la gestion financière du programme des 100 jours du président Félix Tshisekedi se veut un citoyen exemplaire devant la justice de son pays. Au terme du deuxième refus de la justice sur sa remise en liberté, il a tenu à partager son sentiment par un appel au calme sans équivoque à tous les membres de son parti. Je demande à tous les militants et sympathisants de l'UNC, à tous mes frères et sœurs du Kivu et à l'ensemble du pays de rester calme et de laisser la justice faire son travail sans aucune pression. Mon innocence sera prouvée. Les magistrats et les juges travaillent consciencieusement en toute indépendance. C'est cela l'état de droit que nous voulons. La force doit rester à la loi. Une attitude sereine du célèbre prisonnier qui semble conforté par les difficultés de la justice a rassemblé toutes les preuves manifestes de sa culpabilité pour un détournement présumé des fonds alloués au programme présidentiel des 100 jours. L'audition le 14 et 15 avril par la justice de Justin Bitakwira, ancien ministre du développement rural du gouvernement du président Kabila, en est la profonde illustration. Je reconnais que c'est moi qui ai signé le marché initial de construction des maisons avec la société Samibo. L'entreprise m'avait été recommandée par le Premier ministre Bruno Tshibala sous la présidence de Joseph Kabila. Le contrat signé en avril 2018 portait sur la fabrication de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pour un montant de 26 millions de dollars payables sur 3 ans budgétaires. Le montant a été passé au marché de passation des marchés publics. C'est la raison pour laquelle, durant cette période, allant de janvier à septembre 2019, lors de l'entrée du nouveau gouvernement en place, moi, en tant que ministre, je n'ai plus su à quel niveau les opérations financières ont été effectuées. Manifestement, la nouvelle présidence a sollicité du fabricant désigné une rallonge de 600 maisons et une passation de marché de gré à gré dans la continuité de la transaction initiale du précédent gouvernement, portant la somme globale à 57 millions avec, suivant la procédure officielle, l'émission d'un bon d'engagement signé par le ministre du Budget, le ministère des Finances et ensuite le décaissement par la Banque centrale. Toutefois, le fabricant a encaissé les paiements sans livrer la totalité des travaux dans les délais. Ainsi, d'après la justice, il existe indice sérieux de l'intervention de Vital Kamerhe dans ces transactions. Voilà un des nombreux griefs et un des dossiers qui valent au directeur de cabinet sa détention préventive malgré sa présomption d'innocence à ce stade de la procédure. L'élection présidentielle prévue en octobre 2020 sera-t-elle reportée en Côte d'Ivoire? Eh bien, de nombreux observateurs s'interrogent sur cette éventualité en raison de la pandémie de coronavirus. Il faut dire que l'enrôlement pour la nouvelle carte nationale d'identité et la révision de la liste électorale sont mis à mal par le décrètement de l'état d'urgence. Le PDCI-RDA a d'ailleurs demandé la suspension du processus au vu du faible rendement observé et du risque sanitaire. Le Cameroun le sait, au-delà d'un plan de riposte nationale, une réponse plus globale face à la pandémie de Covid-19 est la meilleure option. Le président Paul Biya poursuit donc ses concertations avec ses partenaires internationaux. Il a reçu ce jeudi l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou. Nathalie Mo.
Plongé au cœur de la crise sanitaire mondiale comme tous les autres pays du monde, après avoir participé avec ses pairs du continent à la mise en place du plan de riposte continental et entrepris la matérialisation d'un plan sanitaire sur toute l'étendue du territoire camerounais, le président Paul Biya a entrepris de se concerter avec tous les partenaires internationaux du Cameroun, parmi lesquels la France, dont l'ambassadeur a été reçu ce jeudi 16 avril par le président Paul Biya. Le moratoire sur la dette, sur le remboursement de la dette pour le Cameroun qui a été obtenu au cours du G20, et le président Macron a été un élément moteur de cette décision, s'est traduit ou va se traduire par un allègement de 230 milliards de francs CFA pour l'économie camerounaise, dont 60 milliards pour la France. Donc c'est un énorme effort et la France est un des éléments moteurs en faveur de cet allègement. Ensuite, je lui ai rappelé également tous les efforts que font la France pour la fourniture de matériel médical, la prise en charge des malades, l'achat de réactifs. Des lots vont arriver. Je lui ai réaffirmé également la centralité de la recherche française, puisqu'ici nous avons un institut Pasteur qui est très actif sur le dépistage, la mise en place de tests, l'Institut de recherche pour le développement, le CIRAD, qui sont des institutions de recherche dans lesquelles travaillent des scientifiques camerounais. Et je lui ai réaffirmé qu'elles étaient au service du Cameroun pour lutter contre la pandémie. Une nouvelle façon d'aborder la coopération qui vient conforter le président camerounais Paul Biya dans son plaidoyer lors de ses vœux 2020 pour l'établissement d'une nouvelle mondialisation qui saura mettre l'homme au centre de toutes les préoccupations. La crise sanitaire mondiale offre une mise en pratique immédiate de cette vision à travers la relation avec les partenaires internationaux. Je lui ai également exprimé et rappelé tous les efforts de la France en faveur du Cameroun, qui traverse, comme beaucoup d'autres pays, une épreuve dure avec l'épidémie de Covid-19. Je lui ai donc rappelé les efforts qui ont été mentionnés par le président de la République, Emmanuel Macron. D'abord d'un point de vue budgétaire, financier. Le président de la République du Cameroun, qui soutient la démarche commune des pays africains dans les mesures financières pour amortir la crise économique liée à la pandémie sur les États africains, a de nouveau réitéré à volonté de voir les Nations Unies appeler tous ses membres autour d'une table pour des entretiens sincères sur des options de paix et de la stabilité entre États et dans tous les États. 30 millions d'euros de l'Union européenne, 3 millions de dollars des États-Unis, 5 millions de dollars de la Banque mondiale. Les promesses d'aide en faveur de la Centrafrique pour lutter contre le Covid-19 se succèdent. Des fonds avec des modalités définies et souvent préconditionnées. Mais comment seront-ils gérés? Eh bien, la question fait débat au sein de la classe politique. Plus de précisions dans ce sujet de la rédaction. Le plan d'action pour la lutte contre le Covid-19 commence à se dessiner en Afrique. Plusieurs organismes mondiaux et institutions internationales viennent en aide au continent. Avec 30 millions d'euros de la part de l'Union européenne, 5 millions de dollars de la part de la Banque mondiale et 3 millions de dollars des États-Unis, des fonds avec des modalités définies et souvent préconditionnées. Un comité de gestion des fonds placé sous le président de la République dans le cadre du comité de crise est envisagé. Les modalités de cette gestion sont en train d'être définies. Le plus important, c'est qu'on mette en place un système de gestion transparent et auquel tout le monde s'engage. L'opposition n'en semble pas convaincue et s'interroge sur l'utilisation et la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. Des suspicions qualifiées de manipulation politique par les autorités de Bangui. On voit que tous les plans de relance entrepris jusqu'à-là, et donc c'est beaucoup de plans de relance qui sont lancés. Il y a très peu de coordination. Et sur ce front-là, d'ailleurs, on aimerait que la Commission de l'Union africaine, pour une fois, puisse prendre les devants et essayer de voir à travers justement le Conseil des ministres des Finances, à travers d'autres secteurs, comment mettre en place une coordination d'ensemble pour préserver et l'économie, la finance. Dans cette lutte accrue contre le coronavirus dans le pays, la sensibilisation des populations et une réponse directe à ces différents besoins figurent parmi les priorités du gouvernement.
La Gambie, elle aussi, vient de bénéficier d'un appui dans la lutte contre la pandémie. Le Fonds monétaire international annonce le décaissement de 15,55 millions de dollars de titres spéciaux en faveur du pays au titre de la facilité de crédit rapide, des fonds qui serviront à soutenir les efforts des autorités pour contenir la propagation du Covid-19 et à répondre aux besoins urgents en matière de balance des paiements. Notons que la croissance du PIB réel de la Gambie prévue pour 2020 a été révisée de 6,3 à 2,5%. Dans l'actualité également, le gouvernement sud-africain a annoncé ce 16 avril la reprise des activités des sociétés minières à 50%. Celles-ci doivent néanmoins assurer la sécurité de leurs employés en menant des contrôles sanitaires et des dépistages. Il faut dire que les mineurs travaillent dans des espaces clos et sont particulièrement exposés à la contamination. Fanny Mounichi. Les activités minières reprennent en Afrique du Sud. Classé dans les secteurs non essentiels par le gouvernement, le secteur minier est quasiment à l'arrêt depuis le début de la période de confinement décrétée pour faire face à la pandémie de coronavirus. Une fermeture qui, si elle se prolonge, pourrait mettre en danger plus de 10% des emplois dans cette filière. Le gouvernement a donc décidé de rouvrir progressivement les mines du pays, mais à certaines conditions. Ces conditions comprennent le dépistage et les tests des mineurs qui reviennent dans les mines. L'industrie doit fournir des installations de quarantaine aux mineurs qui pourront en avoir besoin. Les sociétés minières doivent organiser le transport de leurs employés. Une réouverture des mines qui se fera jusqu'à 50% de leur capacité pendant le confinement pourrait être pleinement opérationnelle d'ici la fin du mois de mai. Décision saluée par les groupes miniers. Le secteur contribue à 8% du PIB national et emploie quelques 450 000 salariés. Ça veut dire que si l'Afrique du Sud ne vend pas les matières premières à l'international, elle n'accumule pas assez de réserves de change et ne peut donc pas soutenir une économie qui est déficitaire à hauteur de 3 ou 4%. Donc il est important absolument pour le gouvernement sud-africain d'arrêter que tout le système minier soit complètement à l'arrêt. Le confinement total du pays, ordonné par le président Cyril Ramaphosa, doit durer au moins jusqu'au 30 avril. La pandémie de Covid-19 a déjà contaminé plus de 2500 personnes en Afrique du Sud. C'est dans ce contexte de crise que le football veut reprendre ses droits en Tunisie. La Fédération nationale de football a annoncé qu'il n'y aura pas d'année blanche pour les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, ce qui laisse présager une reprise des compétitions dès le mois de mai, sous réserve de l'approbation des autorités. C'est un sujet de la rédaction. La Fédération tunisienne de football travaille à un calendrier de reprise pour les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Une reprise souhaitée pour la fin du mois de mai et qui devra recevoir l'aval des autorités. La fédération assure qu'il n'y aura ni année blanche ni suspension définitive des compétitions. Franchement, c'est débile de reprendre le championnat tunisien dans des conditions pareilles, alors qu'on voit que le calcio s'est arrêté, le Bundesliga, même la Champions League, c'est la plus grande compétition dans le monde qui est arrêtée. Alors qu'on ne parle pas pour le championnat tunisien, qui franchement, c'est quelque chose de minuscule devant toutes ces compétitions. La FTF demande aux autorités de permettre aux clubs de reprendre les entraînements et ce, avec 3 semaines de préparation avant la reprise. Entraînement qui pourrait se dérouler avec des groupes de 5 ou 6 joueurs. La fédération précise par ailleurs que les contrats des joueurs qui arrivent à leur terme en juin 2020 seront prolongés jusqu'à la fin de l'exercice 2019-2020 sans toutefois dépasser le 30 novembre 2020. Le mercato estival sera retardé jusqu'à la fin de la saison. Il y a tous les clubs qui, même l'Espérance, ils ont essayé de reprendre petit à petit l'entraînement. Les lois tunisiennes, ça interdit le rassemblement de plus que 3 personnes. C'est strictement interdit. On a un confinement total. Il y a des gens qui sont arrêtés. Mais même la CAF, jusqu'à maintenant, on n'a rien donné des ordres pour les fédérations.
Et on attend même pour les compétitions l'année prochaine. Le championnat tunisien de Ligue 1 s'était arrêté à la 16e journée. Dans la grande majorité des pays, les compétitions sportives sont suspendues en raison de la pandémie de coronavirus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.